Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce mardi 4 avril pour assister au webinaire l'hospitalisation à domicile pour les personnes en situation de handicap. Je vais vous dire rapidement le programme avant de passer la main à Monsieur Malik Laoussine. Donc, nous aurions une première séquence pour présenter l'organisation bretonne des HAD et la typologie des situations pouvant être prises en charge en HAD par le docteur Zamparouti et le docteur Fossier, suivi d'une seconde séquence avec une illustration d'une situation clinique par l'HAD 35 avec docteur Duruflé et madame Séverine Roland, infirmière coordinatrice. Entre ces deux séquences, nous aurons un petit temps pour pouvoir répondre aux questions. Alors, techniquement, vous pouvez écrire vos questions dans l'onglet Q et R, situé en bas sur le petit bandeau noir. Donc, n'hésitez pas à saisir vos questions au fil de l'eau et nous y répondrons donc après la première séquence et après la seconde séquence. L'onglet discussion n'est pas accessible dans le format webinaire que nous avons aujourd'hui. Et sans attendre, je passe la parole à Monsieur Malik Laoussine, directeur général adjoint de l'ARS Bretagne. Merci beaucoup. Écoutez, merci à toutes et à tous de vous être rendus disponibles pour ce premier webinaire du genre. Moi, je suis un peu ému en fait de voir ce webinaire s'organiser. Bon, parce que voilà, on aurait voulu qu'il ait lieu un petit peu plus tôt. On n'a malheureusement pas pu l'organiser effectivement à l'échéance que nous nous étions fixés il y a quelques semaines. Et puis aussi, lorsqu'on évoque l'hospitalisation à domicile, lorsqu'on évoque le handicap, d'abord, lorsqu'on évoque l'hospitalisation à domicile, on évoque l'innovation. L'HAD est un terrain tout à fait privilégié pour pouvoir développer des démarches d'innovation en santé. Je crois qu'on en est tous bien conscients. Et puis, on peut remarquer les progrès spectaculaires qu'on a pu enregistrer depuis plusieurs années et plus particulièrement avec une forte accélération dans le cadre du Covid, de la crise Covid. Il faut bien avoir cela à l'esprit. On n'est pas sur les enjeux de prise en charge d'hospitalisation à domicile en EHPAD, mais on a mis beaucoup de temps pour pouvoir développer l'hospitalisation à domicile en EHPAD et on a réussi effectivement à développer une offre de services de manière urgente, de manière puissante et j'espère qu'effectivement on va dire les hospices qui se présentent sur l'hospitalisation à domicile dans le champ du handicap auront le même succès. Donc, d'abord parce qu'effectivement, l'hospitalisation à domicile, c'est d'abord un terrain tout à fait privilégié pour pouvoir développer des démarches innovantes. Et puis parce que le handicap, vous savez, d'abord sur la rapport institutionnel, c'est la grande cause de cette mandature. Et je crois que ça doit être aussi la grande cause pour tout un chacun. Et en tout cas, ici à l'ARS, on a une forte sensibilité, notamment sur la dimension accès aux soins dans le champ du handicap. Parce que, comme vous le savez tous et toutes, obtenir des rendez-vous, pouvoir se soigner décemment, être accueilli de manière convenable, pour chaque patient, l'accès aux soins est un droit fondamental. Mais pour les personnes en situation de handicap, les pathologies peuvent être encore plus nombreuses. Elles consultent plus tardivement, elles présentent des situations d'urgence plus fréquentes, elles présentent souvent des problèmes plus complexes et sont plus difficilement touchées par les campagnes de prévention, malheureusement. Or, une bonne santé, parce qu'on sait que tout est en tout, est la première condition à l'inclusion dans la société, le prérequis à l'exercice des droits fondamentaux des personnes qui vivent avec un handicap. Elle se construit avec les personnes pour les prendre pleinement actrices de leur santé. En tout cas, c'est la finalité qui nous mobilise tous. Avec la signature de la charte Romain-Jacob, il y a déjà quelques années, le 13 octobre 2015, l'ARS s'est engagée à améliorer l'accès aux soins et la santé, et l'accès aux soins et à la santé des personnes en situation de handicap. Le PRS, dans lequel nous vivons actuellement, pour quelques semaines, quelques mois, a confirmé cet engagement en y inscrivant le renforcement de l'accès à la prévention et aux soins des personnes qui sont en situation de handicap. Et en 2022, donc au-delà, effectivement, on va dire cette affirmation qui était inscrite dans le PRS, on a souhaité être démonstratif et on a mobilisé un budget d'1 231 700 € qui a été alloué par l'ARS Bretagne pour mettre en place tout un schéma organisationnel, tout un dispositif pensé avec un sourcil fort de gradation de l'offre.
Alors, la gradation de l'offre, ça signifie qu'il y a plusieurs niveaux. D'abord, un premier niveau constitué par les dispositifs dits de droit commun, et notamment en mobilisant les soins primaires, les médecins généralistes, les spécialistes, les dentistes, les hôpitaux, les cliniques, et puis différents services de rééducation fonctionnelle et tout particulièrement les services d'urgence qui doivent rester le premier recours de soins pour les personnes qui vivent avec handicap. Et pour faciliter cet accès, plusieurs actions ont été engagées. D'abord, identifier au sein des 4 SAMU un référent thématique sur le handicap qui peut être un appui effectivement pour les organisations soignantes, pour l'aide médicale urgente en général. Et on souhaite effectivement, dans un horizon de court terme, qu'il y ait ces mêmes référents dans chacun des établissements de santé pour pouvoir encore une fois guider, être le point d'appui des équipes hospitalières, pour pouvoir mieux accompagner, mieux prendre en soin les personnes qui vivent avec un handicap. On a aussi diffusé très, très largement des outils BD comme HandiConnect à tous les services d'urgence et on a mis en place des modules de formation obligatoires en handicap pour les étudiants en médecine des 2 universités. Alors, ça s'est fait de manière séquentielle, d'abord Rennes et désormais Brest, si je comprends bien, qui aujourd'hui, avec des étudiants qui ont une formation à la fois théorique et pratique dans le champ médico-social pour pouvoir justement faciliter l'appropriation, effectivement, sans doute des techniques et des méthodes qui peuvent être un peu particulières, et puis surtout lutter aussi parfois sur les préventions qui sont un peu inutiles, et puis voilà, acculturer effectivement les futurs médecins, les futurs praticiens dans l'accompagnement, la prise en soin des personnes qui vivent avec un handicap. Donc, premier niveau sur les dispositifs de droit commun, essentiellement sur les soins primaires. Le second niveau est constitué par les consultations dédiées. Les 4 handi-accès bretons positionnés dans les 4 départements bretons, vous les connaissez, ils ont été pensés comme le point d'ancrage dans chacun des départements pour venir en appui du droit commun et faciliter la réalisation des soins quand c'est nécessaire. Premier niveau, les soins primaires, un second niveau avec les consultations dédiées et un troisième niveau qui est là une spécificité bretonne avec un pôle de ressources régionales pour l'accès aux soins dont les missions sont d'abord d'améliorer l'accès à l'expertise pour les professionnels de santé, notamment libéraux, en articulation avec les dispositifs de consultation dédiés et les dispositifs d'appui à la coordination territoriale, diversifier les modes de recours aux expertises appropriées, notamment par l'utilisation de techniques innovantes, diminuant les coûts liés au transport ou aux hospitalisations, et développer des protocoles de prise en charge spécifiques pour garantir des prises en soins de qualité et harmoniser les pratiques avec la diffusion des recommandations. Le pôle ressources assure l'animation du réseau des handi-accès avec un copil très actif et réalise la diffusion des outils et répertoires des ressources, notamment au travers de son tout nouveau site internet. Donc, je me permets d'en faire la promotion. C'est braisesantéhandicap.fr avec le World Wide Web et puis les petits tirés du 6. Dans l'onglet discussion. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Donc voilà, et je vous invite vraiment tous, c'est vraiment une mine d'informations extrêmement précieuse pour l'ensemble des acteurs, pour les professionnels, pour le public. Vraiment, je vous invite toutes et tous à en faire la promotion et merci par avance pour les diligences que vous pouvez faire en ce sens. Des progrès, on a des réussites, mais on sait aussi que voilà, on n'a pas arpenté effectivement tout le chemin et on a encore beaucoup de choses à faire et donc ce qui nous invite à une certaine posture d'humilité. Et on sait que des progrès qui restent à réaliser, notamment pour améliorer l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, comme le développement de la télémédecine, la promotion du recours à l'expertise en soins palliatifs pour les personnes vivant avec handicap qui en ont besoin. On en parle beaucoup, effectivement, il y a beaucoup de discussions actuellement autour de la fin de vie. Il ne faut surtout pas oublier, bien sûr, les personnes en situation de handicap. Pour aller plus concrètement au travers de la problématique qui nous réunit aujourd'hui, le renforcement du partenariat entre l'hospitalisation à domicile, les établissements et les services du champ médico-social, et notamment les établissements et les services qui œuvrent dans le champ du handicap, est une des actions que je souhaite promouvoir plus particulièrement. En effet, l'hospitalisation à domicile peut constituer une alternative intéressante pour les personnes en situation de handicap, mais elle est actuellement sous-utilisée, avec seulement 64 patients en situation de handicap pris en charge en 2022 dans les établissements porteurs d'une HAD en Bretagne. Et pourtant, on n'est pas si mauvais sur l'accès aux soins en Bretagne, comme des personnes qui vivent avec handicap. Et pourtant, on n'est pas si mauvais non plus aussi sur l'activité en termes de HAD, qui connaît une forte dynamique, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, et sans doute que le docteur Zamparouti, qui interviendra après moi, pourra sans doute être plus expressif que je ne le saurais.
Dans le contexte actuel de crise sanitaire et de saturation régulière du dispositif hospitalier, notamment des services d'urgence, les possibilités de soins offertes par les services d'hospitalisation à domicile sont particulièrement intéressantes à développer pour les personnes qui vivent avec un handicap. Pour d'abord éviter les passages aux urgences, en particulier les résidents de SMS, en favorisant l'anticipation de l'intervention de l'HAD. Il faut vraiment que le terrain soit vraiment bien préparé pour que vraiment on ait une prise en charge optimale des équipes HAD. Faciliter la sortie du patient en HAD depuis un service d'urgence ou du HCD, ou permettre sa sortie rapide d'un service assurant l'aval des urgences. L'objectif du webinaire d'aujourd'hui est de renforcer la coopération entre les services HAD et les ESMS pour personnes qui vivent avec un handicap, de présenter les conditions pouvant favoriser l'intervention de l'HAD en ESMS et de répondre aux interrogations, bien sûr, des établissements que susciteront sans doute les présentations auxquelles vous pourrez assister. À l'heure de la préparation du 3e projet régional de santé, l'objectif qu'on se fixe, nous, à l'ARS, est maintenant de conforter cette offre de soins pour les personnes qui vivent avec un handicap et d'accompagner le déploiement de ces dispositifs pour permettre à toutes les personnes en situation de handicap de bénéficier des soins dont elles ont besoin. Je suis personnellement convaincu que les services d'HAD bretonnes peuvent contribuer à améliorer certains de ces soins et apporter également un appui utile aux structures médico-sociales de Bretagne. Enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui l'extension des évaluations anticipées déjà possibles en EHPAD à tous les ESMS avec hébergement, y compris les établissements intervenant dans le champ des personnes en situation de handicap ou de précarité. Cette modalité qui vous sera présentée en fin de webinaire permettra de renforcer encore la coopération entre l'hospitalisation à domicile et les établissements et services médico-sociaux qui interviennent dans le champ du handicap. Et je crois que j'étais assez long, toutes mes excuses d'avoir été un peu trop bavard. Et je vous remercie pour votre attention encore une fois et de vous être connectés, parce que je pense que vraiment c'est très, très important. Et on compte à la fois sur votre disponibilité, votre mobilisation pour aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite sur ces sujets. Et je me donne la parole au docteur Zamparotti pour vous présenter l'organisation bretonne des établissements HAD. Merci pour votre attention. Merci Malik. Oui. Bonjour à tous. Donc, je suis Patrick Zamparotti, je suis le référent hospitalisation à domicile pour l'ARS Bretagne. Concernant l'hospitalisation à domicile, ce sont des soins hospitaliers, la FNEAD a l'habitude de dire sans hébergement. Donc, en fait, les patients qui sont pris à domicile, en hospitalisation à domicile, ce sont des patients qui relèvent d'une hospitalisation. Donc, les HAD, ce sont des structures hospitalières, des établissements de santé qui sont autorisés, qui ont les mêmes exigences de qualité, autorisation, certification, etc., que les autres établissements de santé. En Bretagne, nous avons, vous le voyez au niveau de la carte, nous avons 14 autorisations d'HAD, et dont 4 autorisations sont portées par le même gestionnaire. Donc, c'est l'AUB, ce sont les 4 HAD que vous voyez en vert. Au niveau des structures qui portent ces établissements, donc les HAD, nous avons 2 structures qui sont portées par des établissements privés à but lucratif, qui sont l'HAD du Ponant autour de Brest et l'HAD des Pays de Vannes autour de Vannes. L'HAD de Cornouailles qui est porté par l'Hôtel-Dieu Pont-l'Abbé, un établissement ESPIC. Le CH de Lannion porte et le CH de Pleuhermel portent chacun aussi une HAD. Ce sont des établissements publics et nous avons les 3 structures donc, qui sont associatives, qui sont l'HAD de Lavenne à Etel, autour de Lorient, l'HAD 35, Rennes et toutes les structures de l'AUB, les 4 structures de l'AUB. Une des spécificités qui n'est pas partout, qui est dans la plupart des régions, mais pas partout en France, c'est que nous avons une seule HAD par territoire. Ce qui fait que tous les établissements et tous les patients qui ont besoin d'une HAD se tournent vers une seule HAD sur son territoire, donc ce qui donne une meilleure lisibilité. Les HAD, au niveau des HAD, donc le financement des HAD, ce sont des financements à l'activité, donc on parlait tout à l'heure des évaluations anticipées ou autres. Tout cela, c'est financé à l'activité et les évaluations anticipées sont financées en termes de nombre d'évaluations anticipées.
Et les HAD vont subir, comme tous les autres services hospitaliers, une réforme des autorisations à partir de l'année prochaine. Avec aujourd'hui, il y a une seule autorisation, qui est une autorisation socle que l'on appelle. L'année prochaine, il y aura une autorisation socle pour les HAD, mais aussi des autorisations liées à des activités à dimension spécifique, notamment ce qui est la pédiatrie, le SSR notamment. Voilà. Ça, c'est pour un petit cocorico en Bretagne, puisque vous voyez que l'activité de l'HAD depuis 2014, au cours des 6-7 dernières années, a quasiment doublé, alors qu'elle a augmenté de 50% au niveau national. Cette bonne dynamique se voit au niveau du taux de recours à l'HAD en France par région. Alors, l'indicateur que l'on suit spécifiquement en Bretagne et comme dans les autres régions, c'est le taux de recours à l'HAD, c'est-à-dire le nombre de patients pris en charge en HAD un jour donné pour une population de 100 000 habitants. La Bretagne, on se classe au niveau de la 3e région en France. Concernant les taux de recours à l'HAD, comme je vous ai indiqué, nous avons 14 structures d'HAD. Le financement, je vous l'ai dit, des HAD, donc c'est un financement à l'activité, c'est un financement à la journée. Les HAD couvrent un territoire. Quand on voit la population couverte, ce territoire peut varier avec les HAD qui couvrent le plus petit territoire, c'est Ploermel-Lannion, et la plus grosse, c'est l'HAD 35. Donc ça va de 125 000 à 850 000 habitants. En termes de croissance d'activité, alors qu'au niveau national, il y a eu une stabilisation de l'activité, en Bretagne, on a connu une augmentation de près de 6% de l'activité sur les HAD en 2022. En nombre de patients, l'année dernière, 2 chiffres à retenir. On a franchi la barre des 10 000 patients pris en charge en HAD. Et au niveau des patients en ESMS, essentiellement EHPAD, comme l'a dit Malik Laoussine, on a franchi la barre aussi des 3 000 patients. Alors, c'est un petit peu petit, mais quand on parlait d'activité, il y a un gros débat actuellement sur la fin de vie. Les HAD, c'est la plus grosse structure hospitalière, voilà, ou la plus grosse structure de prise en charge en Bretagne de patients en soins palliatifs. Puisque globalement, la moitié des patients qui sont pris en charge en HAD relèvent de soins palliatifs ou de prise en charge de la douleur. En deuxième, on trouve tout ce qui concerne les pansements complexes. Ensuite, on trouve des administrations, notamment une petite activité, mais qui va être amenée à se développer, c'est tout ce qui va être les chimiothérapies à domicile. Et bien sûr, on trouve l'activité de réadaptation qui sera soumise c'est une mention spécialisée aussi, qui sera soumise à autorisation l'année prochaine. Après, on peut retrouver aussi tout ce qui concerne d'autres types d'administration, mais aussi des soins de nursing lourds, ou aussi on a une activité de périnatalité avec la prise en charge, la surveillance de grossesse à risque. Donc, comme je vous disais, 3 000 patients ont été pris en charge en HAD, essentiellement dans les EHPAD. Vous voyez, près de 2700 patients qui ont été pris en charge en EHPAD. En taux de recours, on a 2 grosses HAD qui sont très implantées dans les EHPAD. C'est au niveau de l'HAD 35 et puis l'HAD aussi autour de Brest, l'HAD du Ponant. Et en termes de recours, les HAD bretonnes sont les HAD qui interviennent le plus en France dans les ESMS. Pour ce qui concerne le nombre de patients pris en charge, alors en SMS secteur PH, donc comme on l'a dit, c'était 64 patients en 2022, donc ce n'est pas beaucoup. Avec, comme je vous l'indiquais, essentiellement l'HAD 35 qui est intervenu, l'HAD du Ponant, mais vous voyez le nombre de patients ou de personnes de résidence se compte pour la plupart des HAD sur les doigts d'une main. Et pour terminer, ces prises en charge ont essentiellement eu lieu pas très loin, je dirais, autour de l'implantation des sièges des HAD, mais pas uniquement, puisqu'on voit que notamment sur le territoire nord, Centre-Bretagne, on a eu aussi des prises en charge dans le secteur PH. Merci Patrick. On va passer la parole au docteur Foussier.
Bonjour à tous, merci pour cette invitation et je voulais en profiter pour remercier chaleureusement l'équipe de l'ARS qui travaille avec nous depuis 18 mois sur le sujet du handicap. Les HAD se sont réunis autour de l'ARS et de Braise Handicap l'année dernière pour mieux comprendre les dispositifs qui régule l'organisation du handicap en Bretagne. C'est donc aujourd'hui la deuxième session, cette fois-ci plutôt destinée à nos collègues du champ du handicap pour que nous essayions de leur apporter le maximum d'informations pour leur donner envie de coopérer avec nos structures. Comme le disait Patrick Zamparoutier à l'instant, en Bretagne, nous avons la chance de couvrir l'ensemble du territoire sans aucune zone blanche et sans zone de concurrence non plus. Donc, chacun des établissements bretons qui est à l'écoute aujourd'hui et tous les autres qui l'écouteront peut-être en replay a un établissement d'HAD au plus près de son implantation. Donc, je pense, et si on devait retenir une seule chose aujourd'hui, c'est que chacun des établissements concernés puisse prendre dès demain, dès après-demain, contact avec l'HAD la plus proche de son implantation pour définir les meilleures modalités de coopération, puisqu'on le verra un peu plus tard, la question de l'anticipation est essentielle dans nos coopérations. J'insisterai aujourd'hui sur 3 modalités de coopération possibles. Le retour des hospitalisations de vos résidents, évidemment, lorsque c'est plus compliqué que ça n'était avant que le patient parte en hospitalisation, est-ce qu'il peut revenir et est-ce que l'HAD pourrait être un recours? La deuxième situation, c'est les patients qui s'aggravent et pour lesquels on envisage une hospitalisation. Est-ce qu'ils ne seraient pas aussi efficacement pris en charge sur leur lieu de vie par l'HAD? Et puis, la troisième situation est le repérage précoce des résidents qui s'aggravent pour éviter une hospitalisation indue et un recours aux urgences. À propos du retour d'hospitalisation, j'ai tendance à dire qu'un patient qui va en convalescence, en SSR comme on dit, ou en SMR pour être plus moderne, ne devrait y aller que s'il ne peut pas être pris en charge à domicile ou dans son établissement. Ce qui impliquerait de nos collègues des établissements hospitaliers de court séjour d'évaluer la faisabilité du retour. Et une des meilleures manières, c'est que l'établissement qui a un résident hospitalisé prenne rapidement contact avec l'HAD pour nous solliciter et que nous puissions aller au-devant, prendre des nouvelles, pour envisager si la suite de l'hospitalisation pourrait se faire sur le lieu de vie avec notre coopération, plutôt qu'un passage en SMR dont on sait combien il peut être déstructurant pour ces patients handicapés. Nous pouvons intervenir pour de nombreuses situations post-chirurgicales, d'antibiothérapie, de nutrition, de pansements complexes, de soins palliatifs. Donc nous, l'HAD, nous sommes des effecteurs de soins. Donc il faut vraiment bien faire la différence parce qu'on n'est pas forcément encore très bien connu dans vos établissements, avec l'équipe mobile de soins palliatifs qui peut venir pour apporter du conseil et vous proposer une prise en charge, mais qui devra faire appel à l'HAD s'il s'agit d'hospitalisation. L'équipe mobile de gériatrie qui peut, dans certains établissements aussi, être source de coopération. Et enfin, l'équipe mobile de rééducation qui apportera son expertise, son évaluation et ses conseils, mais qui n'est pas effectrice de soins. Donc, dès lors qu'un patient relèvera de soins continus ou qu'il aura besoin de pouvoir avoir accès à un soignant 24 heures sur 24, alors c'est la place de l'hospitalisation à domicile. Les HAD ont un territoire d'intervention. Donc, nous, HAD, sommes en capacité de conventionner avec chacun des établissements de notre territoire pour vous proposer ces coopérations et apprendre à nous connaître. Alors, en théorie, on pourrait définir quel patient relève de l'HAD avec un outil accessible sur Internet. Vous pourrez éventuellement vous familiariser avec, mais c'est plutôt les collègues adresseurs qui devraient se poser cette question. L'outil Adopt HAD qui permettra de mieux comprendre déjà quel type de patient pourrait être pris en charge avec l'HAD en sortie d'hospitalisation. Nos collègues hospitaliers ont des petits outils, des informations, en particulier les documents de l'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance, pour faire du repérage et les encourager à nous appeler. En réalité, je pense que lorsqu'un de vos résidents est hospitalisé, si vous nous appelez, vous, on va gagner du temps et on ira au-devant pour reprendre des nouvelles et vérifier que ce patient pourrait revenir sur votre établissement avec notre concours. Donc, je passe les services hospitaliers, ça tourne vite, on ne pense pas toujours à cette alternative. Donc, il nous faudra, là encore, expliquer que le handicap aussi peut bénéficier du retour vers l'HAD.
je passe là-dessus, les outils dédiés de la NAP pour sensibiliser chaque jour, encore partout, l'appui de l'HAD pour les établissements avec hébergement des personnes âgées et du champ du handicap. Nous avons beaucoup coopéré pendant la crise Covid. La plupart d'entre vous le savent, j'en ai reconnu qui étaient connectés aujourd'hui. Nous avons la possibilité d'intervenir en urgence. Ce n'est pas forcément le plus souhaitable, mais pour un premier patient, même sans convention, nous pouvons vous aider pour autant que vous nous sollicitiez. On fera les papiers après, on va dire ça comme ça. Nous avons appris à apporter une surveillance clinique renforcée. On est mieux connus d'un certain nombre d'entre vous. Et puis, nous avons contribué aussi aux astreintes territoriales de soins palliatifs 24-24, même si en Bretagne, on a été plutôt épargné. En tous les cas, on a montré qu'avec les collègues de soins palliatifs, on pouvait être à votre disposition pour appuyer le maintien sur lieu de vie de vos résidents. Mais d'un autre côté, dans un certain nombre de situations, on sait que l'HAD pourrait venir en appui avant même qu'on envisage une hospitalisation. J'ai pris 2 exemples. Le premier, très classique, Malik Laoussine en a parlé tout à l'heure, c'est la question des plaies chroniques. Une plaie qui s'aggrave, un pansement qui dure plus de 30 minutes ou un pansement qui est douloureux, pour lequel vous pensez qu'un avis spécialisé est requis, relève d'HAD. Et cette expertise de nos collègues d'HAD dans la plaie chronique, avec des médecins et des infirmiers spécialisés et la capacité d'agir en télémédecine, va faire que votre patient pourra être pris en charge sur place par les infirmières et les médecins de l'HAD. Il ne sera pas transporté et quand bien même il y aurait besoin d'un avis spécialisé en télémédecine ou pourquoi pas par un transfert court en consultation, l'HAD s'occupera de l'ensemble des démarches en cas d'échec de la prise en charge avec nos équipes. L'autre mode de prise en charge le plus important, en tout cas pour notre activité d'HAD, c'est les soins palliatifs. Alors, je vous ai remis brièvement la définition des soins palliatifs en HAD. C'est une maladie grave avancée ou terminale qui met en jeu le pronostic vital, mais surtout à plus ou moins long terme. C'est-à-dire que les patients qui sont en phase palliative, il ne faut pas appeler l'HAD à la phase agonique. Nous pouvons vous apporter beaucoup d'autres soutiens sur la prise en charge des symptômes, sur les soins de support, sur le soutien des aidants, des familles, des professionnels de vos équipes. Et vous ferez à cette occasion-là les différences entre l'équipe mobile de gériatrie qui peut apporter son expertise, l'équipe mobile de soins palliatifs qui travaille à nos côtés, mais l'HAD comme effectrice de soins. Donc, pour les patients en soins palliatifs qui s'aggravent inéluctablement, on nous appelle souvent tardivement pour les questions de mise en place de pompes injectables pour mettre des médicaments, mais on pourrait vous apporter du soutien beaucoup plus précocement. Mais ce n'est pas la seule possibilité. Des patients peuvent faire un épisode de pneumopathie nécessitant un traitement intraveineux. Il peut y avoir la mise en place d'une nutrition artificielle. Ils peuvent avoir besoin d'une intensification de rééducation. On va en parler juste après. Pour toutes ces situations-là, il est possible de les réaliser sur le lieu de vie avec le concours de nos équipes. Et puis, Malik Laoussine l'a brossé brièvement, et je crois que Gwenaëlle Corbet en parlera aussi tout à l'heure. Dans le champ des établissements pour personnes âgées, depuis 2 ans maintenant, il est possible d'envisager des évaluations anticipées. En quoi est-ce que cela consiste? Pour nos équipes, c'est la création de filières de patients dormants ou de patients en veille, des patients qui ont une aggravation continue de l'état de santé pour différentes maladies ou qui ont fait plusieurs épisodes aigus itératifs qui ont amené à une hospitalisation et pour lesquels on se pose la question de qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois avec l'équipe habituelle sur le lieu de vie, le patient, sa famille, le médecin traitant ou les spécialistes. Lorsqu'on décide que probablement la prochaine fois, il y aura une limitation ou un arrêt des thérapeutiques actives, qu'on envisage des prescriptions anticipées, qu'on envisage une prise en charge palliative sur le lieu de vie, même s'il n'y a pas d'épisode aigu, vous pouvez nous solliciter pour qu'on envisage ensemble ce qu'on fera le jour où ça s'aggravera. Et ces patients qui sont déjà repérés nous donnent la capacité d'agir vite et de vous proposer une intervention de l'HAD, on va dire dans la journée qui suivra votre appel, en ayant déjà rencontré les partenaires. Docteur Fossier, excusez-moi, docteur Fossier, il semble que le diaporama n'ait pas été partagé. Depuis le début?
Bah oui, vous parliez tellement bien, c'était tellement clair qu'on n'avait pas l'idée que ça c'était pas visualisé. Donc si vous pouviez peut-être le partager. Et puis de toute façon, on le mettra voilà, en ligne, on vous le transmettra à tous les participants, le diaporama. Eh bien, Un petit écoutez, l'aléa du j'espère que, direct. en tout cas, il m'a servi à moi pour ne pas perdre le fil de mon propos. Et c'était très clair. Ce n'était pas le plus important. Vraiment. Donc, je vais essayer de vous rejoindre pour les On deux vous le dit. dernières diapositives. Voilà. Alors, je pense qu'effectivement, c'est incroyable que vous ayez été autant captivé par mon intervention sans les diapos, ou alors tout le monde est parti peut-être. Je pense que ça doit marcher là. Parfait. Oui, c'est bon. Vous l'avez. Bon, brièvement, je ne vais pas revenir sur ce que je viens de dire sur les patients dormants, mais l'idée, c'est de repérer tous ensemble les patients qui s'aggravent inéluctablement et pour lesquels l'équipe du lieu de vie, la famille, le médecin traitant préférerait peut-être un accompagnement sur site plutôt qu'un transfert en urgence pour une situation de fin de vie. Dans ces situations-là, lorsque vous nous appellerez plus tôt, on pourra voir ce patient ce résident en dehors de toute urgence et peut-être l'admettre dans une semaine, dans 15 jours, dans 6 mois, ou peut-être pas. Mais en tout cas, nous aurons la possibilité d'agir beaucoup plus vite que si on ne connaissait pas ce patient. Alors, comment ça se passe? Eh bien, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ça sera d'autant plus facile que nous aurons défini ensemble les modalités de coopération. Donc, bien sûr, une convention, mais pas seulement, surtout apprendre à se connaître, à apprendre les modalités d'intervention de l'HAD, connaître votre établissement et ses soignants, de telle sorte que lorsque nous aurons besoin d'intervenir, les choses soient beaucoup plus fluides. En cas d'aggravation, vous appelez l'HAD et en général, dans la demi-journée, nous serons en capacité de démarrer une prise en charge. D'un point de vue tarifaire, l'HAD est rémunéré pour cette intervention, pour autant que le patient ne soit pas admis dans la semaine. Mais surtout, il n'y a aucun impact financier pour les établissements du champ du handicap si l'HAD intervient. De notre côté, il y a simplement une minoration de notre tarif, mais peu importe. Ce qui est important, c'est que jusqu'à l'année dernière, nous pouvions faire ça dans les EHPAD. À partir de cette année, c'est possible aussi dans les établissements du handicap. C'est pour cette raison que c'est très important que nous nous retrouvions aujourd'hui, parce que dès demain, les uns et les autres pourront réfléchir aux résidents pour lesquels vous imaginez que peut-être une prochaine dégradation risque d'entraîner une hospitalisation. Si elle n'est pas souhaitable, je pense qu'il faut que vous preniez contact avec les partenaires d'HAD de votre territoire pour définir les modalités de ces futures coopérations. J'espère que chacun d'entre vous, dès la fin de la semaine, aura repéré son HAD et aura appelé mes collègues qui sont tout à fait prêts à vous recevoir et dont j'ai vu que la plupart d'entre eux étaient connectés aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et le diaporama sera accessible, en tout cas je le communiquerai, mais l'essentiel est dit. Merci beaucoup. Oui, il n'y a pas de souci, c'était très clair. Merci Éric Plossier. Donc on a un petit moment pour quelques questions, donc il n'y en a pas tant que ça. Donc déjà la première, c'était de savoir s'il y avait une HAD, enfin ce que voulait dire une HAD par territoire, est-ce que c'était territoire de santé ou territoire de GHT? Patrick, peut-être que tu peux répondre à cette question? Alors, j'aurais tendance à dire c'est ni l'un ni l'autre. On a essayé de les regrouper, mais c'est ni territoire de santé, ni GHT, ni département. Voilà, donc on pourra quand on a vers le diaporama, il y a la carte, voilà, et vous pourrez situer à peu près. Et de toute façon, les autorisations d'HAD, c'est à la commune. Donc, toutes les communes sont listées dans l'autorisation d'HAD. Donc, si par exemple, vous situez au milieu entre deux HAD, si ce n'est pas l'une, elle vous renverra vers son confrère ou sa consoeur de l'autre HAD. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Une autre question, c'était de savoir sur quelles interventions avaient été accompagnées les personnes en situation de handicap, donc celles que nous avons citées tout à l'heure. Éric Plossier, est-ce que vous avez des informations de savoir un petit peu la typologie de celles qui sont actuellement prises en charge en ESMS handicap, ou peut-être qu'on n'a pas l'information? On n'a pas d'informations précises, mais on a vu passer des demandes pour des pansements complexes. Quelques patients ont bénéficié de rééducation, un certain nombre probablement de nutrition entérale ou de soins palliatifs. Donc là, c'est vraiment difficile de faire des statistiques avec aussi peu de patients. Mais oui. Vous avez bien vu dans le diaporama quel type de patient pourrait relever de ces indications. Je pense que chacun dans son établissement va repérer les résidents qui lui paraissent
justifier éventuellement ces hospitalisations et nous appeler. Une autre question, c'était un foyer d'accueil médicalisé à Rosport-Ain qui n'a plus de médecin intervenant dans son établissement et qui interroge pour comment faire dans ce cas-là. Il n'y a pas de médecin dans la structure. Bien, en tout cas, le médecin traitant qui s'occupe des résidents peut nous solliciter, mais l'équipe soignante également. Il est certain que pour nous, les HAD, c'est mieux d'avoir un interlocuteur médical qui connaîtra l'histoire du résident et qui pourra nous donner les points saillants. Mais bien entendu, nous pourrons essayer de creuser avec vous les personnes qui les connaissent le mieux. Je pense que le médecin traitant… Ça peut être également l'infirmière du coup qui saisit l'HAD, c'est ça? Voilà, nous, on aime bien avoir un médecin référent parce que c'est aussi quelqu'un qui peut être notre œil quand nous ne sommes pas présents. Alors, soit le médecin de l'établissement, soit le médecin traitant, bien entendu. Mais l'infirmière coordinatrice de l'établissement peut au moins prendre un contact avec l'HAD pour essayer de faire le point de la situation et vous donner une première réponse sur l'éligibilité à l'HAD dans tous les cas. Alors, une autre question concernant les critères qui permettent d'interrompre une prise en charge HAD par l'HAD. Je comprends dans quel cas l'HAD interrompt elle-même sa prise en charge. Est-ce que vous avez des éléments peut-être là-dessus? C'est la stabilisation de l'état de santé. Les suites d'épisodes aigus sortant d'hospitalisation, c'est une convalescence comme une autre sur le lieu de vie. Ça peut être aussi un événement aigu, infectieux ou un pansement qui s'améliore et pour lequel l'HAD n'a pas vocation à poursuivre son accompagnement. Et puis, bien sûr, en cas de décès, ça se termine, j'allais dire, naturellement. Une autre question concerne les prises en charge possibles pour les personnes présentant des troubles psychiatriques. Alors, l'HAD n'a pas d'autorisation pour intervenir dans le champ de la psychiatrie spécifiquement. Maintenant, quand un patient a des soins somatiques dans un établissement, la question psychiatrique n'est pas une contre-indication pour nous, c'est vraiment l'environnement sur le lieu de vie. Mais il n'y a pas d'HAD qui fasse de l'hospitalisation à domicile en psychiatrie. Quand il y a une intervention de l'HAD dans l'établissement qui prescrit. S'il n'y a pas de médecin dans l'établissement, comme tu as dit, c'est soit le médecin traitant, mais si c'est l'équipe qui sollicite, il faut que le médecin traitant soit aussi dans la boucle pour faire la prescription. Alors, c'est mieux si un médecin prescrit, clairement. C'est même le texte de la loi. Mais dans les derniers textes, l'accord du médecin traitant n'est pas un impératif absolument indispensable. On sait bien que dans beaucoup d'endroits en France, les déserts médicaux compliquent la situation. Donc, en termes d'équité et d'accès aux soins, bien entendu, ce n'est pas une contre-indication absolue de ne pas avoir de médecin, mais il faut bien voir que lorsqu'il n'y a pas de médecin, c'est plus compliqué pour l'HAD d'avoir un regard médical en continu pour toute décompensation si aucun médecin n'intervient dans la structure. Mais je pense que si aucun médecin n'intervient dans la structure, ni comme médecin coordonnateur, ni comme médecin traitant, la difficulté ne concerne pas que l'HAD, à mon avis. Non. Il y a une question concernant qu'en est-il des 2 soins obligatoires pour pouvoir faire intervenir l'HAD? Une question de 2 soins obligatoires? Non. En soins palliatifs, il y a un critère, mais qui est un critère de contrôle d'assurance maladie, pour dire que la complexité de l'HAD doit relever d'au moins 2 soins différents. C'est juste pour dire que ce n'est pas simple comme situation, mais ça peut être du nursing, de la douleur, des symptômes respiratoires, etc. Ça peut être beaucoup d'autres choses. Donc, je crois vraiment que le message à retenir, c'est que si les collègues des établissements du handicap ont une hésitation, ils appellent leur HAD qui va rapidement détricoter avec eux les concepts et leur dire oui ou non, et sinon, pour quelle raison, et éventuellement quelle alternative. Tout à fait. Au plus simple entre nous, au plus direct. Une autre question sur le territoire de Redon, est-ce l'HAD 35 ou celui de Ploërmel? Patrick peut répondre. Alors, la commune de Redon et les communes aux alentours sont inscrits dans l'autorisation de l'HAD de Ploërmel. Une autre question, quel est le lien entre équipe mobile soins palliatifs et HAD?
Alors, Pour Eric, peut-être? Oui, alors les équipes mobiles ont un rôle de conseil et d'appui. Donc, pour un patient qui est en soins palliatifs, le médecin traitant ou l'équipe peut appeler l'équipe mobile pour faire un premier point de la situation et des propositions thérapeutiques ou des propositions de soutien de la famille, par exemple, ou de l'équipe. Mais dès lors qu'il y aura ce que l'on appelle dans notre jargon une effection de soins, c'est-à-dire des soins à réaliser sur place, ou la nécessité d'une continuité 24/24, l'équipe mobile devra solliciter l'HAD qui se mettra en place pour assurer la réalisation des soins avec l'équipe de l'établissement. Donc, on peut dire que l'équipe mobile, c'est le premier niveau de complexité qui va appuyer les intervenants habituels et apporter ses conseils. Et l'HAD, c'est le deuxième niveau qui est là une hospitalisation sur le lieu de vie. En général, on travaille ensemble et on a assez souvent les mêmes territoires d'intervention. Alors, concerne une autre question pour des soins de nursing dans des foyers de vie et foyers d'accueil médicalisés avec peu de soignants. Est-ce possible de faire intervenir l'HAD? Car lors de nos dernières demandes, la réponse était non, car pas de soins techniques. Ce serait que pour des soins de nursing. Alors, je comprends cette question. Le nursing lourd en HAD a des critères quantitatifs d'intervention. Si c'est le motif principal, c'est au minimum 2 heures par jour. Et la difficulté sera que l'HAD n'a pas vocation à remplacer le maintien à domicile et à rester dans la durée. Donc, après un épisode aigu, une perte d'autonomie, bien sûr, on pourrait renforcer l'équipe en place pour du nursing pendant 2 heures par jour. Mais lorsque la prise en charge va durer, si aucun relais n'est possible, le risque, c'est que le contrôle assurance maladie nous dise qu'en réalité, c'est du maintien à domicile, que l'HAD n'est pas là pour renforcer les équipes des établissements et décide qu'en fait, ce patient ne relève pas d'HAD. Ce qui explique pourquoi quelques collègues sont parfois un petit peu frileux avant de se lancer dans des prises en charge dont on imagine qu'elles pourraient ne pas cesser. Donc là, il n'y a que la singularité du patient qui permettra de répondre. On va prendre une ou deux dernières questions. Comment se passe le financement pour le patient lors des HAD au domicile hors institution? Alors, c'est la même chose que le patient soit pris en charge à domicile ou soit pris en charge en institution. Ça sera donc c'est un groupe homogène de tarifs, donc c'est un financement à la journée. Il y a une spécificité pour les HAD, c'est que lorsque le patient est pris en charge en institution, il y a une dégressivité tarifaire qui est appliquée au tarif de l'HAD. Mais il n'y a rien à la charge de l'établissement lorsque un patient ou un résident est pris en charge dans un établissement. Question pour une personne qui accompagne des adultes en situation de handicap sur un ESAT suivi par un SAVS. Ils vivent pour la plupart à domicile. Difficile pour eux de bénéficier d'une HAD puisqu'il n'y a pas d'hébergement. Ils sont à domicile. Existe-t-il des passerelles pour qu'ils puissent être accueillis dans une structure et bénéficier de l'HAD? C'est de l'HAD à domicile. Je pense que s'ils sont chez eux, c'est un bon lieu pour intervenir. C'est ça, il n'y a pas besoin d'un autre lieu, je pense. Oui, tout à fait. Leur domicile personnel ou le domicile partagé ou n'importe quel type de domicile. Nous intervenons aussi dans des caravanes, dans des mobil-homes et toutes sortes d'hébergements exotiques. Et n'importe quel type de domicile peut relever l'HAD, il n'y a pas de souci. Une remarque où toutes les HAD ont un effectif suffisant pour assurer les soins et ne pas avoir besoin de faire intervenir des infirmières libérales. Alors, ça dépendra un petit peu des organisations des HAD. Certaines HAD, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est le plus souvent, c'est des HAD qui sont des infirmières qui sont salariées des HAD et aussi qui font intervenir des infirmières libérales. Il y a souvent une mixité entre les deux types. Pour compléter ce que vient de dire Patrick Zamparuti, en fonction des territoires et en fonction des organisations historiques des HAD, effectivement, quelques HAD interviennent même avec 100% d'infirmières libérales. L'HAD assure la formation des partenaires et la coordination. Et dans d'autres endroits, en fonction des situations, les équipes peuvent être mixtes en fonction des lieux géographiques ou en fonction du type de soins requis. Mais dans tous les cas, c'est l'HAD qui coordonne et les infirmières libérales interviennent sous notre responsabilité avec notre matériel et c'est l'HAD qui les rémunère. Personne qui rajoutait un complément. Les équipes d'HAD jouent aussi un rôle de soutien aux équipes de l'ESMS, très demandé et vraiment bénéfique.
Donc, on va clore cette première session de questions. On poursuivra après la deuxième séquence, mais je propose donc à l'HAD 35 de commencer cette deuxième séquence avec donc Dr Duruflé et puis Madame Roland. Je vous passe la parole. Est-ce que vous voyez notre écran? Oui, c'est bon. Ok, Parfait. parti. Bonjour, donc moi je suis Séverine Roland et je suis cadre à l'HAD 35 et je vais vous proposer d'échanger sur les fonctions de l'infirmière de liaison en HAD et on passera aux questions à la fin du diaporama si jamais vous en avez. Alors, l'infirmière de liaison à l'HAD, qu'on appelle aussi infirmière d'évaluation, c'est la première ressource de l'HAD pour les établissements de santé, puisque c'est elle qui va être en capacité d'aller répondre aux demandes des prescripteurs que sont les médecins. Alors, ça peut être le médecin traitant, le médecin hospitalier, le médecin coordonnateur en EHPAD. Et qui va pouvoir expliquer, accepter ou récuser une prise en charge en HAD selon les critères de l'HAD et les modes de prise en charge dont vous a parlé Dr Fossier tout à l'heure. Alors, comment ça se passe? On reçoit une demande d'admission en HAD, soit via une plateforme qui s'appelle la plateforme Auris pour ce qui est de l'HAD 35. Pour les professionnels qui n'ont pas la plateforme Auris, je pense notamment aux EHPAD et aux médecins traitants, la réception de la demande se fait soit par mail, soit par fax et arrive directement au secrétaire d'admission de l'HAD. Donc, le rôle de l'infirmière, ça va être, après avoir réceptionné la demande, de pouvoir la lire et ensuite d'intervenir sur l'établissement ou au domicile du patient. Donc, suite à la demande d'HAD, l'infirmière de liaison ou infirmière d'évaluation va déterminer les besoins en soins du patient, notamment en récupérant des données que sont les traitements, les observations médicales, les comptes rendus d'hospitalisation ou de consultation du patient. Elle va aussi pouvoir prendre en compte la situation sociale du patient, notamment pour les patients qui sont hospitalisés et pour lesquels aucune aide n'est mise en place avant sa sortie. Donc, elle va pouvoir travailler en lien avec le service d'hospitalisation et avec les différents professionnels qui gravitent autour, et notamment l'assistante sociale. Elle va aussi prendre en compte l'organisation des interventions des professionnels et se mettre en lien avec différents professionnels. Pour l'HAD 35, on est une HAD mixte, donc on travaille avec les intervenants libéraux. Donc, elle va se mettre en lien notamment avec les infirmières libérales connues du patient. Donc, elle évalue les besoins en soins, donc en planification de soins, selon la prescription médicale du service. Elle va pouvoir mettre en place aussi le matériel nécessaire à la prise en charge du patient. Donc, ça peut aller du lit médicalisé au fauteuil roulant, à une adaptable, à de l'oxygène, une seringue électrique, enfin tout le matériel médical qu'on peut retrouver en hospitalisation classique. À partir de la prescription et des besoins matériels, elle va élaborer ce qu'on appelle un plan de soins. Le plan de soins va pouvoir s'adapter selon les possibilités des infirmières libérales. Donc, on va pouvoir partager la prise en soin du patient. Soit l'infirmière libérale est en capacité de prendre en charge les soins et on va pouvoir les lui laisser, soit elle n'est pas en capacité de prendre tous les soins en charge. Je pense notamment aux soins de nuit pour lesquels très peu d'infirmières peuvent intervenir. Et là, ça va être une mixité de soins avec un partage avec les infirmières de l'HAD qui, elles, peuvent intervenir sur d'autres créneaux horaires. Donc, elle fait aussi l'interface avec les différents professionnels, donc, dont je vous ai parlé des infirmières, mais aussi d'autres professionnels qui sont les kinés, les orthophonistes notamment. Et elle voit avec l'assistante sociale les besoins en soins de support, en aide à domicile, en sachant que sur l'HAD 35, nous avons aussi de notre côté des assistantes sociales qui peuvent se mettre en lien directement avec les professionnels sociaux de l'établissement.
Elle a aussi un rôle d'explication auprès du patient et auprès de sa famille sur comment se passe une HAD. L'infirmière de liaison donc, est en capacité d'évaluer les patients, quel que soit le lieu de la demande, c'est-à-dire ça peut être en ESMS, en milieu hospitalier ou au domicile. L'évaluation se fait en collaboration avec le médecin de l'HAD. Donc, soit seul selon le type de demande d'intervention de l'HAD, soit en binôme avec le médecin de l'HAD 35. Tout ce que fait l'infirmière durant son évaluation est notifié dans un logiciel qu'on appelle Antadine pour l'HAD. Ainsi, on peut retrouver tout le dossier médical et paramédical du patient. Alors là, un petit focus sur l'HAD de rééducation, sur lequel après interviendra le docteur Duruflé. Donc là, on travaille avec une équipe pluridisciplinaire. Donc, on a des kinés, des ergos, des APA, des orthophonistes qui interviennent auprès de nos patients. Pour que la prise en charge en HAD de rééducation soit éligible, il faut que le patient puisse bénéficier de 5 passages multidisciplinaires de rééducation sur une semaine. Les prises en charge généralement durent 4 à 6 semaines pour les patients que nous prenons en charge en HAD de rééducation. Les patients en rééducation peuvent être pris en charge soit en sortie d'hospitalisation au domicile, mais aussi dans les établissements médico-sociaux. Jusqu'alors, on est intervenu sur un certain nombre de patients résidant en EHPAD, plus ponctuellement sur des patients qui résident dans des foyers en lien avec leur handicap. Alors, l'HAD de rééducation, c'est quoi? Ça permet aux patients de retourner à leur domicile et de profiter de soins de rééducation qu'ils n'auraient pas forcément s'ils étaient sortis sans l'HAD de rééducation, puisqu'on assure les 5 séances par semaine, ce qui peut paraître délicat, difficile, notamment en trouvant des kinés libéraux qui rarement peuvent intervenir sur ce rythme-là. On intervient donc pour des patients qui ont un besoin de rééducation, soit en orthopédie, soit en neurologie. En orthopédie, ça peut être suite à des fractures un peu compliquées. En neurologie, ça peut être sur des patients qui ont eu des AVC ou qui sont en situation un peu délicate avec des glioblastomes. Alors, l'évaluation est consignée, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le dossier du patient et on peut, alors rapidement, puisque le docteur Fossier vous a évoqué tout à l'heure aussi les évaluations anticipées. Donc là, sur l'HAD 35, on participe activement aux évaluations anticipées qui fonctionnent relativement bien. Mais surtout sur les EHPAD, pour l'instant, on n'a pas eu de demande d'évaluation anticipée pour des patients qui sont dans des établissements médico-sociaux hors EHPAD. En conclusion, donc l'infirmière de liaison, dit infirmière d'évaluation, ça sera la première interlocutrice pour une prise en charge en HAD en lien avec le médecin rééducateur qu'on intervient pour la prise en charge en rééducation et puis avec le médecin de l'HAD 35. Du coup, donc Madame Rollin a terminé. Je vais essayer de retrouver mon diaporama et de partager. Madame Corbet, j'enchaîne direct. Hein. On est d'accord? Oui, oui, pas de souci. Allez-y. Tac. Que je vous retrouve. Voilà, je vous retrouve. Non, hop. Voilà. Alors, moi, je suis donc médecin de rééducation. Je suis docteur Duruflé et je travaille au pôle MPR Saint-Hélier. Et depuis 2017, on a développé avec l'HAD 35 l'activité d'HAD de rééducation en lien avec d'autres établissements rennais, et notamment le CHU de Rennes.
Donc, juste un petit avant-propos, puis on vous en a déjà parlé, et puis certains d'entre vous connaissent peut-être, mais donc les SSR sont aujourd'hui nommés SMR, soins médicaux de réadaptation. Et qu'est-ce que c'est que cette activité? Ben, c'est prévenir ou réduire les conséquences fonctionnelles, les déficiences, les limitations d'activité dans le cadre de prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques, soit en amont ou dans les suites d'épisodes de soins aigus, que ces conséquences soient physiques, cognitives, psychologiques ou sociales. Donc, on a des activités de diagnostic, des activités thérapeutiques, préventives, etc. Donc, notre objectif, c'est de viser à donner toutes les chances aux patients de récupérer le plus rapidement possible un maximum d'autonomie, de l'autonomie personnelle qu'on va appeler la plus basique, les déplacements, la toilette, l'habillage, l'autonomie, la continence, la marche, à l'autonomie beaucoup plus élaborée qu'est l'autonomie pour les actes de la vie familiale, sociale, la reprise professionnelle et loisirs. Donc, elle s'inscrit, comme vous l'a dit Séverine, dans un contexte pluridisciplinaire et on a tenté dans notre organisation de maintenir cette pluridisciplinarité et vous verrez qu'on apporte, nous, les professionnels de santé, de rééducation, en support à l'HAD 35 qui ont eux aussi des professionnels de soins de support, diète, psycho, etc., assistance sociale. Et donc, on essaye d'avoir une équipe pluridisciplinaire avec toujours finalement ce même objectif en HAD. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une HAD de rééducation? C'est d'améliorer l'efficience des parcours des patients par l'augmentation de l'offre de soins en MPR. C'est garantir une équité de prise en charge pour les patients dont l'état de santé ne permet pas l'accès à un plateau technique spécialisé. Et c'est vrai que Séverine vous a cité le glioblastome, mais toutes les pathologies oncologiques et les personnes très âgées, on se rend compte que nos plateaux techniques de rééducation très techniques ne conviennent pas à ces patients-là du fait de leur fatigabilité et que l'HAD est aujourd'hui une bonne alternative pour donner des soins à des personnes qui jusqu'ici n'avaient pas ces soins-là. Et on pourrait également citer les personnes en situation de handicap qui vivent en établissements médico-sociaux avec éventuellement des troubles du comportement ou des personnes qui ont du mal à sortir de leur environnement propre et qui peuvent bénéficier de soins d'HAD au plus proche de leur lieu de vie. Donc, j'ai dit la troisième chose, c'est-à-dire contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients du secteur médico-social, favoriser la diminution des durées moyennes de séjour à la sortie des services de soins aigus ou des services de SMR, et puis faciliter le projet de réadaptation parce qu'on se rend compte que quand on travaille à l'hôpital, on oublie le contexte environnemental du patient, que ce soit une vie à domicile ou une vie en établissement de santé. Est-ce qu'on peut en établissement médico-social, pardon. Et ce qu'on peut travailler à l'hôpital n'est parfois pas du tout transposable à la maison, ne serait-ce que parce que la chambre ou les toilettes ne sont pas organisées comme à l'hôpital. Et puis, ça permet d'intégrer le médecin traitant ainsi que les professionnels libéraux dans la prise en charge rééducative et réadaptative. Donc, on travaille en collaboration avec l'HAD 35 depuis 2017 et plus récemment avec l'HAD de Pluhermel sur le sud du département puisqu'il couvre le territoire de Redon. Et on accueille des patients à la sortie des services de soins aigus pour le domicile ou une structure d'hébergement médico-social. Et là, l'HAD a pour objectif de diminuer le temps d'hospitalisation conventionnelle en offrant à domicile ou en institution des conditions de qualité et de sécurité des soins. On peut intervenir également directement à domicile lorsque la situation se dégrade à domicile ou en structure d'hébergement avec une majoration de handicap pour X raisons. On peut citer par exemple une décompensation, une insuffisance respiratoire ou liée à une infection respiratoire sévère avec derrière une perte d'autonomie chez des personnes en situation de handicap. On peut aussi venir en support dans une situation familiale qui devient un petit peu difficile avec une perte fonctionnelle qui entraîne des difficultés pour les aidants. Donc là, l'HAD de rééducation a plus la vocation de la prise en charge de personnes qui, en l'absence d'un tel service et lorsque la situation le permet, seraient hospitalisées en établissement de santé. Ça peut être des pathoneuro, comme vous l'a dit Séverine, ou secondaires à des affections de l'appareil locomoteur, notamment on a beaucoup de post-chirurgicales ou post-fractures. Donc, on offre une équipe pluridisciplinaire qui est coordonnée. On a des staffs communs, on y reviendra tout à l'heure.
On garantit un parcours de soins. On s'appuie sur les compétences et l'expertise de l'HAD de territoire, que ce soit l'HAD 35 ou l'HAD de Pleuramel, et de notre centre de rééducation auquel s'adosse cette activité spécialisée. Alors, bien sûr, il y a le contexte économique qu'il faut équilibrer, bien sûr, et puis bien connaître tous nos partenaires pour être reconnus. Et puis, aujourd'hui, on n'a plus trop de soucis à ce niveau-là. On a même un petit peu de délai d'attente. Donc, l'HAD reste avec son rôle propre d'HAD que le docteur Fossier et Séverine Roland vous ont expliqué. Et puis nous, Pôle Saint-Hélier, on met à disposition médecins MPR, kinés, ergo, orthophonistes, neuropsychologues et enseignants en activité physique adaptée. On intervient donc sur le secteur de Rennes, 20-30 km autour de Rennes. Sur le secteur de Redon, même chose. Et sur le secteur de Fougères, même chose, avec un total aujourd'hui de 50 places. Une montée en charge qui s'est fait progressivement au fil des années. Donc, comment ça se passe? Séverine vous en a parlé un petit peu. Je vais vous parler vraiment du côté rééducation. Sachant qu'il y a eu des questions sur c'est quoi les critères, etc. Il y a une application dont Séverine vous a parlé également, dont vous trouvez l'adresse sur le diaporama, qui permet, au début, quand on ne sait pas bien c'est quoi les critères, ça permet vraiment de dire oui, votre patient il est éligible, non, votre patient il n'est pas éligible, notamment en rééducation. On vous l'a dit, il faut 5 séances de rééducation par semaine. Donc, il faut quand même que le patient puisse tolérer 5 séances de rééducation par semaine, ce qui est quand même finalement beaucoup. Et puis, s'ils ne peuvent pas tolérer, on a parfois la possibilité de les prendre en ce qu'on appelle associés, où on va faire 3 séances de rééducation assurées par des professionnels de rééducation. Mais il va falloir qu'il y ait un critère autre de prise en charge d'HAD général, que ce soit un soin de pansement, par exemple, ou dans certains cas, ça peut être PALIA, ça peut être PALIA et rééduc, sur les tumeurs cérébrales notamment. Donc nous, il nous faut quand même des critères de rééducation. On prend des patients qui relèvent vraiment d'une prise en charge rééducative, on fixe des objectifs thérapeutiques et on avance avec le patient dans un cadre d'objectifs avec un projet thérapeutique bien déterminé. On se voit, il y a une visite systématique du domicile qui est faite par les infirmières d'évaluation, parfois en collaboration avec nos ergothérapeutes quand on sent qu'il va y avoir peut-être une petite embrouille sur le domicile. Et puis, on lance la prise en charge. Et du coup, ça, on vous l'a dit, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, nous, les médecins de rééducation, on rédige le projet thérapeutique dans le logiciel Antadine de l'HAD 35. Nous avons accès à ce logiciel et tous nos professionnels tracent leur activité dans ce logiciel. On fait un staff commun hebdomadaire, que ce soit d'ailleurs l'organisation HAD 35 ou l'HAD de Pleuramel. On a copié le dispositif qui fonctionne aujourd'hui plutôt bien, on va dire. Et puis, les fins de prise en charge sont discutées en staff avec le patient en fonction des objectifs. Quand ils sont atteints, on stoppe la prise en charge. Et c'est décidé conjointement avec l'HAD. Il y a un relais qui est organisé comme un patient qui sortirait d'hospitalisation. Et puis, on les revoit en consultation à distance. Donc, on vous en a parlé de ça, donc je vais passer très rapidement, mais globalement, voilà les types de patients qu'on peut prendre en charge et qu'on peut imaginer passer directement soit du domicile, soit d'un service de soins aigus, soit d'un SMR en HAD de rééducation. Donc, les tumeurs cérébrales, les AVC légers, les PTG ou PTH complexes. Alors, je mets un bémol, c'est ceux qui n'ont pas besoin d'accès à un plateau technique spécialisé. Encore aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est soit de l'HAD, soit de la GIG, soit de l'hospice de jour, c'est pas les deux en même temps. Et puis, on peut faire des allers-retours. On peut passer directement en HAD de rééducation, puis en SMR spécialisé, puis revenir en HAD. On voit par exemple les amputés, si ils sont amputés, ils ont une cicatrice, on fait les soins de pansement, le début de la rééducation, soit en associé, soit en principal, en fonction des possibilités fonctionnelles du patient. Et puis derrière, on le reprend pour l'appareillage en SMR, puis il repart en HAD pour tout ce qui est réadaptation à la maison. Les polytraumatisés en attente de reprise d'appui,
quelle idée d'aller passer 6 semaines dans un lit en traction ou sans appui, alors qu'on peut organiser les choses en HAD avec une prise en soin et qui d'ailleurs peut se faire également au domicile. Je parle beaucoup du domicile, mais ça peut se faire en établissement médico-social. Et on l'a déjà fait pour des patients en post-chirurgical. On a fait direct un retour après un passage éventuel en SMR quand on estimait que c'était nécessaire. Et puis, tous les patients fatigables, on peut imaginer à un moment donné de leur projet de soins qu'ils sont fatigables et qu'ils vont passer en HAD. Donc, ça va être un programme un peu allégé et puis retour en SMR s'il y a besoin d'intensifier la prise en charge. Donc, on avait préparé, mais on va passer parce que j'ai plus beaucoup de temps, sinon je vais déborder. Pour vous donner un exemple, avec Séverine, on avait retrouvé le dossier d'un patient qui a un handicap congénital et qui s'est aggravé progressivement avec une perte en autonomie et puis un patient qui a été suivi chez nous en consultation neuro-orthopédie et une décision chirurgicale. Donc, la décision chirurgicale est prise et le patient vit en foyer depuis mars 2021. Il est entouré, il est sous tutelle. Et on fait le choix directement à la sortie du service de chirurgie de le prendre en charge en HAD de rééducation, ce qui a permis en fait d'inclure les soignants sur place dans la prise en charge, de développer cette culture de la prise en charge rééducative et notamment le positionnement, notamment l'aide au transfert. On a formé tout le monde au transfert, on a formé tout le monde au positionnement la nuit, le jour. Et puis, ça a permis de pouvoir passer le relais. Malheureusement, pas sur du libéral parce qu'en l'occurrence, on n'a jamais trouvé de kiné après 25 appels, mais on a formé les soignants pour maintenir les choses et moi, je le suis en consultation régulièrement et ça se passe pas si mal que ça. Voilà. Et puis, on a la chance d'avoir une équipe mobile. Donc, on avait fait un relais à un moment donné en équipe mobile à la suite de l'HAD pour maintenir le lien sur le versant ergothérapique. Mais aujourd'hui, le matériel est en place et le patient va très bien. Donc, juste pour vous dire que voilà, le délai d'intervention en médiane, c'est 14 jours. Il s'est un petit peu allongé, c'est notre succès. Voilà, la durée moyenne de prise en charge, elle est restée globalement stable. Il y a des petites variations en fonction, mais globalement, on vous a dit entre 4 et 6 semaines et on essaye de s'y tenir. Comme vous le voyez, on n'est pas intervenu beaucoup en institution. Alors, on a dit 15, moi j'ai 13, mais bon, voilà, quelque chose près, c'est la même chose. L'âge moyen est un peu plus âgé que, par exemple, sur notre structure. Voilà. Donc, si vous avez besoin de l'HAD de rééducation, si vous avez bien compris, il faut appeler soit l'HAD 35, soit l'HAD permet sur le territoire numéro 5. On n'ira pas mais il y a plein d'HAD ailleurs qui font également le job et qui peuvent être contactés. Donc, il faut appeler l'HAD de votre territoire puisqu'il y a de l'HAD de rééducation sur d'autres territoires. Ça peut être un accès aux soins de personnes qui jusqu'ici n'y avaient pas accès, notamment sur la fatigabilité et notamment sur la nécessité d'avoir un environnement protégé. Et je pense en particulier aux personnes en situation de handicap qui sont très habituées à leur situation de vie habituelle et à leurs soignants habituels, leurs aidants habituels. Et puis, voilà, on a cette organisation qui fonctionne avec les numéros de téléphone qui s'affichent et puis Auris, bien sûr, qui reste la plateforme de demande. Je vous remercie. Voilà, écoutez, merci beaucoup à toutes les deux. Je vous propose aussi, Dr Faucier, peut-être de rallumer votre caméra. On va ouvrir la deuxième séquence de questions. Alors, la première question, toutes les HAD bretonnes peuvent-elles proposer une HAD de rééducation? Alors, Patrick va pouvoir nous répondre. Alors, aujourd'hui, non. Mais c'est un objectif et on espère qu'avec le renouvellement des autorisations, il y aura une implantation, enfin des mentions spécialisées rééducation sur toutes les HAD. Mais aujourd'hui, c'est l'HAD 35, l'HAD de Lorient, Quimper, Morlaix et Saint-Brieuc qui ont développé cette activité-là. Mais on espère que d'ici 1 à 2 ans, c'est un objectif du PRS, que tout le territoire soit couvert par une HAD de rééducation.
On a eu aussi plusieurs questions concernant des prises en charge spécifiques HAD liées soit à des symptômes, soit à des types d'handicap, soit de l'addiction ou autre. Comme l'a dit Eric, ce que je vous invite, c'est contacter les HAD de votre territoire, l'HAD de votre territoire, pour d'une part vous faire connaître, et n'hésitez pas à leur poser toutes ces questions-là, puisque les HAD peuvent être sollicités par les équipes soignantes. Il y avait aussi une troisième question un peu générale concernant le circuit du médicament en HAD. Donc, une HAD, c'est un établissement de santé, donc il y a un circuit du médicament. Une HAD est soumise aussi à une certification donc, par la HAS, et le circuit du médicament fait l'objet aussi d'une évaluation par l'HAD et doit respecter aussi des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques. Une question aussi, était-il possible de solliciter l'achat de rééducation pour des bilans d'ergo, d'orthophonie? Je crois que non, hein, Patrick. Docteur. Au docteur Duruflé, allez-y. Oui. Non, c'est pas l'objet. Je sais que beaucoup d'établissements médico-sociaux n'ont pas d'orthophonistes qui interviennent avec des bilans de déglutition en tout cas, nous, on est régulièrement sollicités, notamment pour des bilans de déglutition. Donc, on ne peut pas répondre à toutes les demandes parce qu'on serait envahi de demandes de bilan de déglutition notamment. Donc, en fait, à chaque fois qu'on reçoit, on essaye de faire une réponse, mais ce n'est pas du soin de rééducation. L'HAD, c'est vraiment pour du soin, ce n'est pas pour de l'évaluation. Si c'est de l'évaluation, c'est une consultation et secondairement, éventuellement, on fait revenir les personnes. Une question également pour vous. Pouvez-vous préciser le relais en équipe mobile après une HAD en rééducation? C'est vrai que vous avez parlé d'équipe mobile tout à l'heure. En fait, c'est ce que le docteur Fauci a dit aussi, c'est-à-dire que les équipes mobiles de rééducation, réadaptation, elles ne doivent pas donner de soins. C'est une recommandation aujourd'hui, même si on a tous fait un petit peu de soins parfois. Donc, dès que ça bascule dans le soin de rééducation, c'est l'hôpital à domicile qui prime. Et ensuite, parfois, par exemple, on accompagne les patients sur le plan réadaptatif uniquement, à savoir la mise à disposition de matériel, fauteuil roulant électrique ou positionnement nocturne ou positionnement diurne. Et ces techniques-là, elles nécessitent que l'intervention de l'ergothérapeute, ne sont pas en pluridisciplinaire. Et du coup, ça peut être géré en équipe mobile, puisque ce n'est plus du soin, c'est juste de l'accompagnement et à la mise à disposition de matériel en termes de réadaptation. Du coup, on peut se permettre d'arrêter un séjour ou, par exemple, on n'a pas complètement terminé la mise à disposition d'un fauteuil roulant électrique ou un positionnement, parce qu'aujourd'hui, on a des délais très importants sur de la mise à disposition de matériel et on ne bloque pas une fin de séjour pour permettre à une autre personne de rentrer en HAD. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on clôture les séjours en HAD pour permettre un relais en équipe mobile. Donc, on ne perd pas la main sur tout ce qui est réadaptation, mais on peut prendre un autre patient en charge. C'est un petit peu comme ça aussi qu'on on essaye d'avancer. Et je pense que sur l'Orient, c'est un peu pareil. Une question sur l'HAD, peut-il accompagner aussi bien des enfants que des adultes? Qui est-ce qui peut répondre à ça? Éric Fossier? Oui, je peux répondre. Il n'y a pas de critère d'âge en HAD. Même si la réforme des autorisations empêchera les HAD qui ne sollicitent pas la demande pour les enfants de moins de 3 ans de prendre ces enfants tout petits, aujourd'hui en HAD polyvalente, il n'y a pas de critère d'âge. L'HAD peut-elle faire également des formations sur des gestes de premier secours à domicile en fonction des pathologies sont évoquées, la SLA, AET? En tout cas, quand il y a une prise en charge à domicile avec l'HAD, que ce soit le domicile classique des patients ou un établissement, l'HAD, si elle apporte du matériel, je pense à un aspirateur trachéal, des choses particulières pour ces patients, peut contribuer à la formation des soignants, des aidants, pour qu'ils soient autonomes avec le matériel qui est mis à disposition. Ça ne remplace évidemment pas l'intervention en urgence d'un membre d'une équipe soignante, mais y compris d'ailleurs pour le matériel d'aide à l'autonomie,
la question du bon usage des différentes aides techniques, quelles qu'elles soient, en fait, fait partie du programme HAD, puisque l'idée est vraiment de faire une réadaptation en milieu écologique et que tout le matériel qu'on mettra à disposition puisse être utilisé dans la durée par l'ensemble des personnes aidants ou professionnels qui sont autour de ce patient, puisque l'HAD, à un moment, va sûrement partir et qu'il faut que les collègues, les aidants ou les résidents, quand c'est possible, soient autonomes. On avait également une question de territoire là, du côté de Ploërmel, avec quelqu'un qui était à plus de 30 km de Redon, savoir si on pouvait intervenir en HAD de rééducation. Je crois que le plus simple, c'est d'appeler voilà, l'HAD du territoire hein, pour connaître précisément en fonction de l'adresse les capacités d'intervention. Exactement. En fait, faut savoir que les 20-30 km, c'est une distance qu'on s'est mise pour éviter à nos soignants d'être trop sur la route. Pour autant, quand on a des patients qui sont dans un secteur de soins et on sait qu'il n'y a plus que 1 km ou 2 km pour aller, voilà, on organise les tournées pour permettre au plus possible, au maximum, de donner du soin, même si parfois on ne peut pas, mais on essaye de le faire. Donc, il faut prendre contact avec les HAD et après, nous, on se met en lien, on discute et on voit où on en est. Parfois, on donne des délais en disant bah, à ce moment-là, on va être dans le territoire, donc on va pouvoir organiser la prise en charge. Ben, voilà. Donc, il faut tenter sa chance. Très bien, merci. Je crois qu'on arrive au bout des questions. Donc, je vais terminer avec une petite présentation donc, des évaluations anticipées. C'est bon. C'est bon. Donc, les évaluations anticipées, on en a parlé hein, à plusieurs reprises. Elles peuvent être appelées également préadmission en ESMS, patient en veille ou encore dossier dormant. Elles sont réalisées pour des résidents en ESMS dont l'état de santé est susceptible de se dégrader à courte échéance, donc comme on l'a dit, phase palliative, pathologie chronique ou avec risque de décompensation symptomatique, et qui ont émis le souhait de ne pas être transférés à l'hôpital ou pour lesquels les équipes de soins ont posé la conduite à tenir après discussion collégiale. Elles sont gratuites, hein, comme l'a dit Dr Zamparouti, pour les ESMS PH, mais également pour les EHPAD, mais pour l'ensemble des ESMS, car elles sont prises en charge dans le financement des HAD. C'est donc, comme on l'a dit, un dispositif qui évite des prises en charge trop tardives et des transferts en service d'urgence. Il s'agit bien quand même d'une modalité d'hospitalisation, on l'a vu au travers des questions. Hein. Ce ne sont pas des soins infirmiers, des soins qui relèvent de SIAD ou pour compenser une absence de nursing ou de soignants, sauf cas exceptionnel. Mais c'est vraiment une modalité quand même qui est faite pour des patients qui ont un niveau de soins assez important. Néanmoins, il y a pas mal d'indications où ça peut être développé, comme on l'a vu au travers de tout ce webinaire. Donc, avec un dispositif qui évite des prises en charge trop tardives et des transferts en service d'urgence. Alors, quand le projet d'hospitalisation correspond aux critères d'éligibilité d'une prise en charge en HAD, c'est ce qu'on a dit. L'évaluation anticipée est réalisée sur demande de l'ESMS et après décision collégiale, médecin traitant, médecin coordonnateur de l'ESMS et médecin praticien de l'HAD. Le consentement du résident, de la personne de confiance ou de la famille ou du référent a été recueilli. Lorsque le résident présente une dégradation sur demande de l'ESMS, l'HAD peut ainsi se mettre en place rapidement et organiser la prise en charge. Je pense que c'est effectivement ce qu'on peut gagner, c'est de la rapidité et de la réactivité de la part de l'HAD avec ces évaluations anticipées. Quelques étapes indispensables, la signature d'une convention entre l'HAD et le SMS ou d'un avenant si la convention existe déjà, donc qui doit prévoir la réalisation possible d'évaluations anticipées par l'HAD, les engagements réciproques de chacune des parties pour la bonne réalisation des évaluations. Par exemple, le SMS s'engage à informer régulièrement l'état de santé des résidents ayant fait l'objet d'une évaluation anticipée. Il y a un gros changement dans l'état de santé, c'est important que l'HAD puisse être prévenu suffisamment en amont. Et de la même manière, l'HAD s'engage à intervenir dans un délai d'une demi-journée lors d'une demande d'intervention. Ça nécessite également une coordination entre les équipes d'HAD et de l'ESMS avec la réalisation d'un compte rendu de synthèse de l'évaluation et d'un projet de soins personnalisé, la création du dossier patient dans le DPI de l'HAD,
la réalisation des prescriptions anticipées personnalisées. Et les équipes de l'ESMS et de l'HAD poursuivent des échanges réguliers afin d'actualiser le projet thérapeutique et tiennent informé le médecin traitant de l'évolution de l'état de santé des patients. Il s'agit donc de quelques critères qui sont importants pour que ça se passe bien dans une relation vraiment confraternelle aussi au sein de l'HAD, entre l'HAD et le médecin de l'établissement. Donc, en résumé, l'HAD, c'est une modalité de prise en charge utile à développer pour les personnes en situation de handicap en ESMS. Un leitmotiv, contactez l'HAD de votre territoire. Et puis, ce webinaire qui sera en replay sur le site www.braise-santé-handicap.fr. On l'a dit également, les PowerPoint seront mis également en ligne sur ce site-là. Je crois qu'il y a encore une petite question. On a encore le temps de prendre quelques questions si vous le souhaitez. Donc, je vais regarder ce qui a été posé. Peut-on demander une évaluation anticipée à domicile ou seulement en ESMS? Il me semble que c'est seulement en ESMS. Peut-être Éric Fossier peut nous répondre. Actuellement, c'est seulement en établissement de santé médico-social, personnes âgées ou handicap. Donc, on verra l'avenir, ce qu'il en sera, puisqu'on peut imaginer que les personnes âgées à la maison pourraient être concernées à l'avenir. Mais aujourd'hui, en tout cas, le dispositif qui permet aux HAD d'être financés pour cette activité particulière n'est pas fléché vers le domicile. Cependant, malgré tout, lorsqu'on voit des situations qui se décompensent progressivement, appeler précocement l'HAD est un très bon réflexe, au moins pour repérer les situations. On peut donner des conseils et on sera sûrement aussi utile que d'arriver à domicile avec des aidants épuisés. Donc, j'encourage vivement tous les collègues qui commencent à penser à l'HAD à nous appeler, de telle sorte que l'HAD ne soit pas là uniquement en cas de perte d'oralité lorsqu'il s'agit de mettre des pompes à morphine. L'accompagnement global, il gagnera beaucoup. Il y avait une question sur est-ce qu'un SAMSA est considéré comme un ESMS? Alors, un SAMSA est bien considéré comme un établissement et service médico-social, sauf concernant les évaluations anticipées, elles sont seulement possibles en établissement, donc pas en service. Je pense que c'est ça la distinction. Écoutez, il me reste à vous remercier tous chaleureusement, et notamment les intervenants, Dr Fossier, Dr Duruflé, Madame Roland, Patrick Zamparouti. Et donc, n'hésitez pas à contacter votre HAD et puis à retrouver ce webinaire sur le site braise-santé-handicap.fr. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre soutien.